C'est au début de la grande aventure Disney que sont nées les figures appelées à marquer l'imaginaire collectif. Ces créatures de papier et de pellicule, façonnées par la main de quelques pionniers, allaient devenir des vedettes de l'animation. Chacun portait en lui une identité forte et une personnalité affirmée. Et lorsque deux de ces monstres sacrés se croisent pour la première fois, le choc est inévitable. Ça s'est passé un 11 août 1934. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Ernaud, sur DLRP. Introducing Donald Duck reciting Mary Had a Little Lamb. Bonjour Corinne, ce n'est pas seulement une rencontre entre personnages dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un dialogue entre deux mythes naissants, deux symboles dont les énergies se répondent et s'entrechoquent. Bonjour Nicolas, 11 août 1934, c'est la date mythique de la première rencontre entre Mickey Mouse et Donald Duck. Le public, qui les connaît déjà séparément, va découvrir la puissance de leur interaction. Un équilibre fragile entre complicité et rivalité, entre sérieux et espièglerie, entre discipline et chaos. Dans cet instant suspendu, quelque chose va se graver dans l'histoire du cinéma d'animation. La promesse que, réunis, ces deux destins dessinés peuvent transcender leurs propres univers pour en créer un troisième, plus vaste encore. Mais les deux personnages ont quelques années de différence, non ? Quand Donald Duck fait ses premiers pas au cinéma en 1934, Mickey Mouse n'a plus rien à prouver. Il a été créé en 1928 par Walt Disney et dessiné par Ub Iwerks pour remplacer Oswald, le lapin chanceux. Et très rapidement, il s'impose comme la nouvelle coqueluche du cinéma d'animation. Il faut dire qu'il a fait un coup de maître en prenant son envol avec Steamboat Willie, le premier cartoon sonorisé au monde. Engouement inédit. Les années qui suivent voient défiler une avalanche de courts-métrages dans lesquels Mickey sait tout faire. Il est tour à tour musicien, explorateur ou simple citoyen aux prises avec des problèmes du quotidien. Donc en 1934, Mickey est déjà devenu l'icône des studios Disney. Oui, et son image se décline sur des produits dérivés, des bandes dessinées, des affiches publicitaires aussi. Il symbolise une forme d'optimisme jovial que le public adore, surtout dans cette période de crise économique. La presse le surnomme même la souris la plus célèbre du monde. Donc, durant cette période, pas de Donald. Donald n'existera pas dans l'esprit du grand public avant juin 1934. Il fait sa première apparition dans un court-métrage de la série Silly Symphony, La petite poule avisée. Déjà affublé de sa marinière bleue, son béret, de sa voix inimitable, il n'est pas destiné à devenir un personnage récurrent de l'univers Disney. Mais on cerne de suite un tempérament exceptionnel. Esquiver le travail, chercher à profiter des autres, et puis s'énerver de façon théâtrale quand les choses tournent mal. Et le personnage plaît. Ah, celui-là, on peut dire qu'il est réellement à l'opposé de Mickey. Eh oui, avec sa voix singulière, son comportement tempétueux, il offre un contrepoint parfait à celui plus poli de Mickey. Très vite, Walt Disney et ses équipes sentent qu'il y a là un potentiel à exploiter, non seulement comme figure secondaire, mais aussi comme moteur comique. Bon, et dans tout ça, cette rencontre alors ? Eh bien, à peine 2 mois après les débuts de Donald, les studios Disney préparent un nouveau court-métrage de la série Mickey Mouse, le Gala des orphelins. Le principe ? Eh bien, Mickey organise un spectacle caritatif pour des orphelins turbulents. Et c'est ici que Donald revient à l'écran pour la 2e fois et qu'il croise donc Mickey. L'idée est simple, exploiter la nervosité comique du canard face à la bienveillance de la souris. Et comment va-t-on l'énerver, ce canard colérique ? Alors que Donald est invité à lire un poème sur scène, il se heurte aux rires et aux moqueries des enfants. Très vite, son calme cède la place à sa fameuse colère. Il s'agite, piétine, éructe dans un langage incompréhensible et se fait huer de plus belle. Mickey, lui, en bon présentateur, garde le sourire et tente de maintenir l'ordre. Le contraste entre la diplomatie de l'un et l'exaspération de l'autre donne immédiatement une dynamique drôle et mémorable. Et quand on connaît ce qu'ils deviendront, on peut dire que ce cartoon est le point de départ d'une relation qui va s'étaler sur de très nombreuses années. Ce court-métrage marque aussi la première fois que Mickey et Donald partagent la vedette aux côtés de Dingo, une autre figure comique qui deviendra leur acolyte. Le duo fonctionnant, on va alors décider de les réunir à nouveau. Après cette rencontre, Donald réapparaît très vite aux côtés de Mickey, notamment dans La Fanfare en 1935. C'est le premier cartoon Mickey
en Technicolor. Dans cet épisode, Mickey dirige un orchestre en plein air. Donald, en trouble fête, joue de la flûte à bec et sabote le concert. Le vent d'une tempête finit par tout emporter, mais la musique continue. Ce genre d'interaction deviendra récurrent, Mickey tenant le rôle du leader, calme, responsable, tandis que Donald introduit la pagaille involontairement ou volontairement. Le public adopte rapidement cette équipe et les cartoons exploitant leur alchimie se multiplient. Alors on sait que Donald aura sa propre carrière, à quel moment cela arrive-t-il ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mickey apparaît moins souvent. Donald, en revanche, devient un personnage phare, souvent mobilisé dans des courts-métrages de propagande. Le plus célèbre, Der Führerfest en 1943, où il rêve qu'il vit sous le régime nazi, un cartoon qui sera salué d'un Oscar du meilleur court-métrage animé. Mais le duo Mickey-Donald est quand même toujours présent durant cette période. On voit ainsi ressortir un remake couleur du Gala des Orphelins qui sera produit en 1941 et qui va actualiser le look des personnages. Mickey et Donald y rejouent leur numéro comique, preuve que leur première interaction est déjà rentrée finalement dans le patrimoine Disney. Mais il est vrai que les années qui suivront verront la séparation progressive des deux univers. Et au final, avec une explosion de l'univers de Donald. Mickey reste la mascotte institutionnelle de Disney, restant donc dans son rôle sage, voire éducatif. Donald, lui, se développe plutôt en bande dessinée, surtout grâce à Carl Barks, qui invente Oncle Picsou, Riri Fifi Loulou, et puis la ville de Donaldville. Mais cela n'empêche pas quelques croisements. Dans les BD, Donald apparaît régulièrement aux côtés de Mickey, jusque dans les années 50. Et à l'écran, leur collaboration se fait plus rare, mais demeure ponctuellement. On se souvient par exemple du Noël de Mickey en 1983, où Donald joue le neveu de Scrooge face à Mickey en Bob Cratchit. Finalement, alors qu'ils sont associés dans l'imaginaire collectif, ils se sont très peu rencontrés. Le duo va revoir une renaissance télévisée autour des années 2000. Avec Mickey Mania, puis la maison de Mickey, on retrouve Mickey très poli et organisateur et Donald grognon, jaloux, avant de les montrer plutôt en partenaires bienveillants dans des aventures éducatives. Mickey, Donald et Dingo reviennent aussi en 2004 sous les traits des Trois Mousquetaires, un long métrage qui joue la carte de l'amitié malgré les chamailleries. C'est d'ailleurs cette amitié qui est mise en avant lorsqu'on rencontre les personnages dans les parcs. Dans les parcs Disney, Donald Duck conserve les grandes lignes de son caractère original, mais il a su s'adapter. Il reste espiègle, un rien vaniteux, prompt à réagir vivement, mais son tempérament colérique est adouci. Cette version de Donald, plus tendre et accessible, se prête volontiers aux câlins, aux photos, aux gags visuels destinés à faire rire les petits et les grands. Et lorsqu'il interagit avec Mickey, l'amitié est mise en avant. Accolades, salutations chaleureuses ponctuent leurs apparitions communes. Bien sûr, la petite rivalité de Donald n'est jamais bien loin. Il essaie de prendre la place de la vedette, se plaçant devant Mickey pour les photos, ou feignant de signer un autographe à la place de la souris. De son côté, Mickey joue le jeu avec des gestes bienveillants comme un tapotement sur l'épaule ou un signe de patience amusée. Sans doute parce que, de leur premier face-à-face en 1934 à leurs aventures contemporaines, Mickey et Donald incarnent deux facettes de l'ADN Disney, le héros universellement aimable et le trublion irrésistible. Merci Corinne de nous avoir fait revivre la rencontre de deux personnages qui ont apporté un ressort fondamental, un contraste de caractère qui, loin de les opposer durablement, les rend inséparables dans l'imaginaire collectif. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 11 août 1934. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.